Voilà, pour le choix des panélistes, nous cherchions voilà, des gens qui ont une expérience particulière, que nous voulons aussi courante, simple, qui est nos vraies vies. On a vu des exemples extrêmement radicaux de gens qui sont des saints vivants, hein, qualifions-le comme ça. Il y a aussi nos vies quotidiennes, nos vies normales. Et voilà, vous allez entendre des exemples de gens qui vivent leur projet économique avec une recherche de la paix et du sens du travail et du bien commun. Vous aurez deux chefs d'entreprise, une universitaire, voilà, un équilibre que nous allons chercher ensemble sur cette discussion. Nous aurons à peu près une grande heure d'écoute avec eux. Il y aura deux témoignages aussi de participants voilà, qui sont ici, Thierry et Frédéric, sur leur vision, leur pratique du parcours haché, leur vision d'entreprise. Il y aura un temps de questions-réponses. Et puis à 11h30, on fera une mini-pause avant de revenir dans la salle pour la suite. Voilà, donc j'appelle avec moi Catherine, Thierry et Thomas. Donc merci de nous rejoindre. Voilà. Catherine Lévermande, Thierry Burin-Desrosiers et Thomas Lemal. Donc Catherine qui vient de Lyon, Thierry de Cognac, Thomas de Lyon aussi, voilà, de Lyonnais. Ils vont se présenter eux-mêmes. C'est un choix original, j'espère. Catherine a une fonction universitaire qu'elle vous décrira. C'est important d'être dans la formation, la transmission. Thierry, une reprise d'entreprise particulière. Et Thomas a fondé O & For Good, qu'il expliquera. C'est une start-up qui vend du vin bio sur Internet. Donc oetforgood.com, voilà. Donc n'hésitez pas, je suis moi-même client. C'est un super bon vin de qualité. Voilà, un petit coup de pub, on peut ici. Et n'hésitez pas, il y a un très très bon choix. Il vous expliquera son parcours et ça vous donnera envie, j'espère, d'être client. Je n'ai pas de commission d'intérêt particulier. Voilà, écoutez-les comme une appropriation de ce qu'ils vivent pour vous, dans ce qui peut être une radicalité, en tout cas un engagement, c'est certain, et ce qui va être aussi ce cheminement dans la paix pour nous vers la grande veillée ce soir. Voilà, donc merci à vous. Alors je remercie aussi vos conjoints, parce que vous laissez venir à Formes Hachées en pleine ascension, malgré les soucis familiaux. Donc je remercie Aimé, je remercie Isabelle, et je remercie Claire, voilà, de vous avoir laissé ici. Voilà. On va prier pour vous trois. Ici, on va associer vos conjoints qui ont aussi besoin de nos prières pour que vous parliez bien et que nous écoutions bien. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc ça marche. Bien, merci Yvon. Donc ce que l'on souhaite partager ici avec vous, ça peut paraître un peu surprenant parce que associer la paix, la notion de paix, avec le monde de l'entreprise, le monde des affaires, c'est un peu antinomique, hein, quand on regarde le contexte dans lequel on vit, cette fameuse mondialisation dont on parle tant, c'est-à-dire un environnement très concurrentiel, c'est la course à la performance, c'est toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. Quand on a un avantage concurrentiel, il n'est jamais acquis. Et donc, d'ailleurs, il y a des termes très guerriers, hein, quand on est dans le monde des affaires, qu'on peut utiliser, les concurrents qu'il faut combattre, qu'il faut dépasser. Et y compris dans les entreprises, hein, je crois que les médias s'en font beaucoup l'écho, ce sont aussi des relations qui peuvent être très violentes. On parle de burn-out, de harcèlement, de souffrance au travail. Alors je ne vais pas donner des chiffres ici, c'est pas...
mais du désengagement. Il y a une vraie question aujourd'hui, vous savez, ce qu'on appelle la Great Resignation, la grande démission, hein, des entreprises qui ne trouvent plus à recruter, le silent quitting, des salariés qui restent, mais qui sont complètement désengagés. Et il y en a même qui sont activement désengagés, c'est-à-dire qui vont œuvrer contre l'entreprise. Donc là, la paix, c'est à l'opposé. Donc, à partir de ça... comment, dans nos expériences, alors Thomas et Thierry de chef d'entreprise, et moi d'enseignant-chercheur, dans le champ des sciences de gestion, c'est-à-dire que mon métier vise à former ceux qui seront aux manettes demain, les managers de demain, et les responsables de ressources humaines, puisque je suis dans le champ des ressources humaines. Et qu'est-ce que ça veut dire la paix? Comment est-ce qu'on peut le vivre? L'incarner, essayer de le mettre en œuvre, et est-ce que ça peut porter des fruits? Et oui, ça peut porter des fruits, mais je ne vais pas donner le résultat tout de suite. Et donc voilà, très simplement, ce qu'on souhaite partager avec vous. Alors peut-être qu'on peut se présenter un peu plus précisément pour bien préciser la place d'où l'on parle. Et ça, c'est toujours ce que je fais avec mes étudiants quand je commence un cours. Je dis, écoutez, on va passer un moment ensemble. Alors voilà, c'est important qu'on se connaisse un peu mieux. Donc vous allez vous présenter. Et je continue en disant, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je me présente. Alors je me présente. Donc enseignant-chercheur, c'est un métier qui a plusieurs facettes. Et je l'exerce au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3. C'est 28 000 étudiants, une université dans le champ des sciences humaines et juridiques. Et plus précisément dans la composante qui s'appelle IAE Lyon School of Management, maintenant on dit en anglais. Et alors l'IAE, c'est l'école universitaire de management, école publique. Vous savez, ces écoles qui ont été créées dans les années 50 par Gaston Berger, et avec l'idée d'apporter une double compétence, de former au management, de former au management des littéraires, des ingénieurs, des médecins, enfin bon. Et bon, c'est les années 50, hein, le début de... Enfin, pas le début de l'entreprise, évidemment, mais une croissance, les 30 Glorieuses, etc. Et donc, il y a un besoin de formation. Et aujourd'hui, ce réseau, c'est plus d'une trentaine d'IAE. Et l'IAE Lyon, c'est le premier IAE de France en importance de la communauté étudiante et académique. On a 8000 étudiants. Voilà. Alors, au sein... Merci. Pour mon métier, enseignant-chercheur à l'IAE Lyon, moi je suis dans le champ des sciences de gestion. C'est un champ disciplinaire qui puise beaucoup dans le champ des sciences sociales, hein, l'anthropologie, la sociologie, etc. Mais surtout, ce qu'on veut, on vise à comprendre le mode de fonctionnement des organisations. Les organisations au sens large, les organisations marchandes, les entreprises, mais aussi non marchandes, l'armée, l'université, l'hôpital, une association. Ça fait partie aussi de ces lieux, tous ces lieux de l'action collective organisée. Donc mon métier, enseignant-chercheur, comme son nom l'indique, j'enseigne dans ce champ-là, plus précisément le management des ressources humaines. Et je fais de la recherche également, de la recherche-intervention, c'est-à-dire intervention en entreprise, justement pour comprendre, par exemple, des questions, pourquoi un taux de turnover dans une entreprise. Là, c'était le secteur leader dans la reproduction, groupe japonais, enfin bon, qui s'étonnait d'avoir un taux de turnover de plus de 60% de leurs commerciaux. Dirigeants qui disent il y a un problème. Ah oui, en effet, il y a un problème. Ou comprendre dans des structures associatives, les maisons familiales rurales par exemple, essayer de comprendre comment on peut mettre en place une démarche RSO. Voilà, ce genre d'intervention. Et vous voyez, les deux dimensions du métier s'irriguent l'un l'autre. Et puis, dans mon métier, il y a aussi une dimension, alors on n'est pas obligé, on peut s'en saisir ou pas, ce qu'on appelle responsabilité administrative, qui peut amener
avoir la responsabilité de diplôme. Et dans ce cadre-là, je dirige la mention ressources humaines de l'IAE Lyon, c'est-à-dire 6 formations. Il y a maintenant 6 formations et une 7e à la rentrée. Alors justement, je vous parlerai de la création, de l'évolution de ce diplôme, parce qu'à chaque fois, dans ces facettes-là, ah oui, et j'oublie, il y a aussi la facette plus internationale, responsabilité d'un... Je m'occupe aussi d'un diplôme en Pologne, à Łódź, enfin... On dit Łódź, mais c'est Łódź, ça s'écrit Łódź. Et des interventions dans différents pays. L'international, c'est aussi une composante importante parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'accords, de partenariats dans différentes universités. Et alors, je le précise ici parce que dans chacune de ces dimensions, la paix, la question de la paix, ça pose question. À l'international, vous voyez, quand on se trouve face à un public de chefs d'entreprise chinois, bon, on peut y aller comme ça en terrain conquis, supériorité, mais c'est évidemment pas comme ça qu'il faut y aller. Enfin, en tout cas, je me suis dit non, c'est pas comme ça, quoi. Responsabilité de diplôme aussi, comment est-ce qu'on met en place une formation qui vise à former ceux qui demain seront les responsables ressources humaines. Donc à chaque fois, comment vivre cette dimension de paix. Et alors là, je pourrais développer, mais j'ai dit présentation. Alors je vous laisse continuer. Est-ce que j'ai tout dit? Enfin non, je n'ai pas tout dit, mais vous voyez, je voulais situer ce métier. Il y a l'enseignement, la recherche, mais il y a aussi toute une question de pilotage, d'équipe pédagogique. Et donc c'est une forme de management très particulier, hein, parce que c'est ingérable un enseignant-chercheur. Je suis à l'aise pour le dire ça, j'en fais partie. Donc c'est faire du management sans position hiérarchique, avec parfois des questions d'ego. Enfin bon, donc oui, la paix, je vais en témoigner ensuite. Comment on la met en œuvre, quoi, dans ce contexte, comment on essaie de la mettre en œuvre. À vous, Thomas, Thierry, pour se présenter un peu plus précisément et avant de développer. Merci Catherine. Je prends la suite. Donc Thierry Burin-Desrosiers, j'ai 52 ans, j'ai 4 enfants de 17 à 26 ans et j'habite à Cognac. Donc mon parcours rapidement, j'ai fait une école d'ingénieur, l'école catholique des arts et métiers à Lyon, donc on est tous un peu dans Lyon. J'ai commencé dans un grand groupe qui s'appelait le groupe Gaz de France à l'époque, sur lequel j'ai travaillé pendant une 12aine d'années. Mais en fait, dès que même le premier jour de mon embauche, je sentais bien qu'au fond de moi-même, ce qui correspondait voilà, à ma personnalité, peut-être à ma vocation, c'était plutôt de travailler dans une petite barque, dans une petite entreprise. Donc j'ai travaillé une 12aine d'années dans ce grand groupe où j'ai beaucoup appris. Et quand on veut travailler dans une petite barque, qu'on est ingénieur, en fait il n'y a pas tant de possibilités que ça. Et donc je suis devenu entrepreneur. Donc j'ai d'abord créé une entreprise dans le nord de la France avec une spécialité sur la géothermie, que j'ai quitté ensuite, une entreprise qui existe toujours. Et puis j'ai repris une entreprise en 2010 en Charente-Maritime, dans une petite ville qui s'appelle Mata, d'une vingtaine de personnes qui travaillent dans le domaine plomberie, chauffage, électricité, l'efficacité énergétique. On a une petite activité de coaching énergétique également. Donc un parcours où j'ai découvert la beauté de l'entrepreneuriat et en même temps où j'ai pu vivre l'expérience dans un grand groupe qui m'a été aussi bien utile. Donc mon parcours rapidement, et puis je passe la parole à Thomas. Merci Thierry. Bonjour à tous, je suis Thomas, je suis le cofondateur de OE. OE pour œnologie, et OE parce que OE on va être une boîte qui bouge les lignes dans l'univers du vin, mais je vous en parlerai plus tard. Je suis le papa de 4 enfants, je suis marié avec Claire, je suis à Lyon, et pour mon parcours, je suis gazard. J'ai ensuite travaillé, je voulais travailler dans le beau,
Et donc je suis parti chez L'Oréal. Pendant 6 ans, j'étais à Paris chez L'Oréal, chez Lancôme et chez Yves Saint Laurent par la suite. Après, j'ai fait 1 an chez Danone à Lyon. Et j'ai eu plusieurs marqueurs pendant ma carrière ou mon parcours pro qui m'ont emmené ensuite à créer OE. J'ai fait beaucoup de scoutisme initialement et ça a vraiment été un point. Après, chez L'Oréal, j'avais plusieurs choses qui me manquaient, plus en perso, et donc à chaque fois je créais ces petits projets et je me suis dit, ah ben en fait j'aime bien créer. Et puis chez Danone, j'ai fait une formation avec Ticket for Change et HEC pour être entrepreneur du changement. Et c'était assez intéressant. En 2 mots, l'idée c'était de mettre les mots sur quels sont les talents que j'ai. Et on a tous des talents, et c'est hyper important de se le dire et d'en être vraiment persuadé. Parfois dans mon équipe, les gens me disent mais moi j'ai pas de talent, Rihanna a des talents, mais moi franchement moyen. Vraiment, on a tous des talents et c'est hyper important de les nommer, de les connaître et de les utiliser. Quels sont mes talents? Quelles sont les causes qui me tiennent à cœur? Et on a tous des causes qui nous tiennent à cœur, vraiment. Et pareil, c'est hyper important de bien les définir. Et du coup, comment je peux mettre mes talents au profit de ces causes? Et donc c'est ce chemin-là que j'ai essayé de faire avec cette formation. Et il y avait une chose qui m'a marqué, je vous le fais maintenant parce que sinon je vais oublier. Une chose, je me mets debout, il nous disait bah, penche-toi, 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 et il y a un moment forcément tu fais un pas en avant. Et donc l'idée c'est que si je veux faire un pas en avant, et ben si je veux avancer, forcément je fais un pas un peu dans le vide. Ben, à l'inverse, si je fais un pas dans le vide, mécaniquement j'ai avancé quoi. Et du coup j'ai quitté Danone, L'Oréal, tout ça, pour monter une boîte à impact sans savoir laquelle. Donc j'avançais différentes pistes et un peu par hasard je suis tombé sur François Xavier qui est mon associé aujourd'hui, qui lui bossait dans le vin auparavant, et donc ensemble on a créé OE avec tout un plan, et voilà, c'est comme ça qu'on a avancé. Alors, l'idée, c'était de partager à propos de cas concrets. Alors là, je vous propose de partager sur celui-là. Je vous l'ai dit, donc, il y a dans ce métier d'enseignant-chercheur la responsabilité d'un diplôme. Et en fait, qui a grossi depuis, mais... Et ça, je l'ai conscientisé en préparant la table ronde. Je n'avais jamais fait le lien. J'ai envie de dire que tout a commencé sur le chemin de Saint-Jacques. En fait, c'était peu après avoir soutenu ma thèse, donc 2003, mais le temps de reprendre, où on me propose, de 2005, mon Dieu, ça va faire 20 ans, et le directeur de l'IA me propose de reprendre la direction du DESS. À l'époque, c'était des DESS, donc une formation, une trentaine d'étudiants en gestion des ressources humaines. Bon, j'ai même pas fait semblant d'hésiter, j'ai dit oui, mais quand même, je me disais... et il fallait accompagner l'évolution de ce diplôme dans la masterisation. Alors, je vous passe les détails, mais la masterisation, c'est les années 2000, au moment où il faut se mettre en conformité avec les universités étrangères anglo-saxonnes. Donc, notre ancien système maîtrise DESS de passe en Master 1, Master 2. Donc il fallait accompagner cela. Et je vous ai dit aussi école universitaire de management, école publique. Donc des moyens limités en université. Et mon idée, alors j'accepte, ok. Et je fais avant de partir, ça c'était la fin de l'année universitaire, et avant de partir sur le chemin de Saint-Jacques, que nous avons fait avec mon mari, je regarde un peu, je fais un rapide benchmark et je vois qu'il y a il y a des DESS en RH qui existent, bien sûr, et tous se positionnent business partner. Et moi, je disais, bon, bien sûr, c'est business partner, évidemment. Mais en fait, c'est quand même pas que ça, quoi. J'avais envie je me disais, il y a quand même humain, quoi, gestion des ressources humaines, il y a humain dans le mot. Donc j'avais cette idée qu'on pouvait avoir un positionnement un peu différent, et puis qu'il fallait aussi, pour ces étudiants, de façon à faciliter leur insertion. La situation sur le marché du travail, c'était pas évident encore. Il y a un renversement de tendance maintenant, mais enfin, année 2000, c'était tendu pour nos étudiants. Et donc l'idée qu'il fallait qu'ils puissent s'insérer plus facilement, donc se faire connaître, contribuer au rayonnement du diplôme, et comment, etc., etc. Bon, je pars sur le chemin de Saint-Jacques, et puis là, en marchant, je m'en souviens très bien, il y avait des dîners. Je me dis, ah oui, il va falloir faire des projets, il faudrait qu'ils s'engagent dans des projets collectifs.
etc., etc. Et au retour, je me retrouve face à ce groupe d'étudiants en me disant, et je leur fais part je leur présente, je dis voilà, on va être ensemble, et comment on va travailler ensemble, voilà ce à quoi le métier auquel vous vous destinez. Et puis ce qui est important aussi, c'est que qu'est-ce que ça veut dire gérer des ressources humaines, être responsable en entreprise, et comment s'engager. Bon. Et l'idée, c'était ça se faisait pas du tout, hein, ça dans les universités, en tout cas à l'IAE, c'est engager. Est-ce que vous pourriez vous engager dans des projets collectifs, dans tout ce qui pourra contribuer au rayonnement du diplôme dans la vie de la cité, mais pas au sens de performance, excellence, au sens de montrer que vous agissez déjà, quoi. Et je m'étais dit, peut-être que je ferai un bid avec ça, enfin un flop, quoi. Et pas du tout. Là, ça a été extraordinaire parce que les étudiants suivis, je revois encore cet étudiant qui arrive dans mon bureau et qui me dit oui, madame, à propos des projets collectifs, j'ai une idée. Très bien, laquelle? Et ben voilà, moi je propose qu'on aille dans les prisons pour former les prisonniers à faire leur CV, etc. Alors moi, je me dis, oula, ça me fait un peu peur. Je lui dis, mais vous êtes sûr, c'est pas un peu dangereux? Enfin, je voyais déjà. Non, vous inquiétez pas, pas de problème. Je m'en occupe, j'avance. Bon, il avance sur le projet. Il revient une semaine plus tard en me disant, bon, madame, alors le projet, c'est pas possible. Je me dis, ouf. Enfin, je vais pas dire, mais parce que bon, évidemment, vous imaginez une vingtaine d'étudiants qui déboulent comme ça dans des prisons. Enfin bon. Mais j'ai une autre idée à la mission locale. Parce que il avait été amené à rencontrer des personnes en mission locale et des personnes très éloignées du marché de l'emploi. Et j'ai dit, ok, très bonne idée, allez-y. Et là, ce qui est vraiment de formidable, c'est que le projet a été monté par les étudiants et il perdure. Donc, vous voyez, c'est 2005. Maintenant, les missions locales, en début d'année, appellent. Donc, quand est-ce qu'il vous arrive aux étudiants? Et surtout, ce qui est très beau, c'est le retour que m'ont fait souvent les étudiants qui allaient aider ce public des missions locales pour faire leur CV, leur candidature. Et ils me disent à chaque fois, mais ils m'ont appris beaucoup plus, quoi. Et ça les transforme, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple, cette notion d'engagement et fondée toujours avec la notion de bien commun. C'était ça, je me disais, il ne faut pas faire dans le diplôme, comment on n'est pas que sur le business à faire, quoi. Et comment on essaie d'avoir une inscription, d'incarner quelque chose d'humain. Et il y a autre chose aussi, c'est dans ces guides, un peu ces musiques qui me sont venues, je réalise aujourd'hui grâce au chemin de Saint-Jacques, hein, je crois qu'il faut le dire comme ça, c'est la phrase « être artisan de paix ». Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce diplôme a évolué depuis, et maintenant c'est une formation avec 6 diplômes, donc une centaine d'étudiants. Et ça s'est fait petit à petit, enfin, ça a commencé à se mettre en place en 2020 quand il a fallu réfléchir sur la refonte de l'offre de formation de l'IAE. Et il y avait 2 parcours au sein de l'IAE qui étaient, pour des raisons historico que sais-je, un peu en conflit, en tout cas c'était parois étanches, alors que c'était 2 parcours dédiés au management, quoi, au management des ressources humaines, avec des appellations légèrement différentes, mais bon. Et ça n'avait pas de sens, quoi. Je me disais, on refait l'offre de formation, comment on offre quelque chose, et puis pour le bien commun, pour nos étudiants, qu'est-ce que ça veut dire, cette scission? Il y a une perte d'énergie, enfin bon. Et je me revois aller dans le directeur, alors un autre directeur de l'époque, en lui disant, bon, est-ce qu'il faut en finir avec cette scission, là, ça marche pas, c'est pas pacifié, Alors il me dit, bah ok, vas-y, et j'en parle à mes collègues qui sont responsables de formation aussi, et j'ai la réaction de 2020, hein, d'une de mes collègues qui me dit, ah, Catherine, ça, jamais, travailler avec eux, jamais. Alors ça, je te préviens, hein, tu comptes pas sur moi je démissionner de la responsabilité du diplôme, hein, pas de l'université. Jamais, je ne dis rien, je me dis, bon, c'est pas gagné. Bon, on avance, et puis à un moment donné, il faut mettre toutes les formations à plat.
pour revoir cette fameuse offre de formation, raisonner en bloc de compétences. Enfin, je vais pas être, excusez-moi, pas technique, mais bon. Et vous voyez, raisonner en bloc de compétences, c'est évident. Si on raisonne en bloc de compétences, c'est pour faciliter l'insertion des étudiants sur le marché du travail. Donc c'est évident qu'il faut penser ça en synergie, enfin pas avec des cloisons. Bon, bref, on commence à travailler. Et là, déjà, ça a été la première chose. Je me suis dit, bon, on va les faire se rassembler autour d'une table. On va demander aussi aux étudiants de venir parce qu'ils ont mis des choses très intéressantes. Les parties prenantes, les entreprises. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le management des ressources humaines demain, dans les organisations de demain? Dites-nous, qu'est-ce qui est adapté? Parce qu'évidemment, pas le but de faire une formation qui est déjà obsolète, à peine finie, quoi, à peine diplômée. Et puis, ces collègues qui, venant des deux parcours, qui commencent à travailler ensemble. Et ça, c'était déjà bien, même si au début, j'avais bien des petites remarques acerbes du style « Oh, ils n'ont pas très bien travaillé, enfin, pas très intéressant, la proposition. » Enfin bon, ça s'est passé. Et puis voilà, la rentrée, finalement, l'offre a été mise en route, a démarré la rentrée dernière. Donc mes collègues commencent à travailler ensemble, alors qu'historiquement, ils étaient quand même très séparés. Eh bien, imaginez-vous que la semaine dernière, je rencontre cette fameuse collègue qui menaçait de « je démissionne, ne compte plus sur moi », qui me dit, on échange sur un autre sujet, et puis elle me dit « Ah, on a commencé nos recrutements avec Arnaud, enfin bon, peu importe le prénom, et ils sont en train de traiter, mine de rien, 2000 dossiers de candidature, c'est un gros boulot, hein. Et qui me dit... Bon, mais ça se passe très bien, hein. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Vraiment, on fonctionne très bien. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui et avec eux. Là, je me suis dit, franchement, je me suis dit merci Seigneur. Et je me suis bien gardée de lui rappeler qu'en 2020, elle me disait jamais je démissionne. Bon, donc voilà, c'est petits exemples comme ça, des petites choses. J'en ai même pas conscience quand ça se passe, mais quand on y réfléchit, je pense que vraiment ce chemin de Saint-Jacques a irrigué, hein, a permis cette notion de bien commun. À vous, vous avez quels exemples avez-vous concrets Alors de mon côté, sur le sujet de la paix. Donc j'ai repris cette entreprise en 2010 et c'est le monde du bâtiment dans lequel il y a beaucoup de fatigue. Les personnes sont... Une expression typique, c'est « comment ça va ?» Je cours, hein, une expression que je déteste. Et en fait, en 2010, j'ai pris une décision assez radicale qui a été de choisir de ne travailler que sur les projets dans lesquels les conditions étaient réunies pour travailler dans de bonnes conditions. Hein. Donc dans de bonnes conditions, c'est avoir le temps de travailler, d'être fier du travail qui a été fait. Et en fait, cette année-là, suite à cette décision, le chiffre d'affaires a baissé de 40% en un an. Et en fait, voilà, revu aujourd'hui avec 7 ans, c'est une décision qui a apporté énormément de bons fruits. Donc en fait, pour dire, parce que je pense que je comprends qu'au Forum Zaché, le but c'est d'être dans l'action, hein, et donc se dire qu'est-ce que lundi prochain nous allons faire les uns les autres de différents en étant venus au Forum. Déjà de dire que ce qui peut paraître impossible est en fait possible, souvent, et que souvent je me mets des conditions qui disent non, je ne vais pas y arriver. Donc au travers de cette expérience, j'avais envie de réfléchir sur les déclencheurs qui ont permis pour moi d'aller vers cette décision. Donc clairement, la recherche de la paix, clairement, parce qu'à chaque fois que je voyais des collègues fatigués, des chargés d'affaires, des techniciens, où on dit bah, tu commences le chantier, mais ça il faudra aller vite parce que ça a été signé, mais c'est serré. Voilà, je me disais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand même cette recherche de la paix.
Après, je crois à un enracinement. Pour moi, donc, je suis assez engagé dans le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens depuis 2010, mais j'ai été aussi au NCC auparavant, donc mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, et même étudiant. J'avais travaillé dans un club d'étudiants pour réfléchir sur la vie en entreprise, et dans laquelle déjà en fait les principes de la pensée sociale chrétienne étaient déjà présents, et j'avais certainement reçu une graine à ce moment-là, sentant qu'il y avait quelque chose d'important derrière. Donc très important de planter des graines aussi pour les jeunes, voilà, à travers cette expérience-là. Et également de faire partie de mouvements comme on a les uns les autres, ça donne à un moment donné une force comme une batterie qu'on recharge, hein, finalement, pour à un moment donné avoir l'énergie de déclencher. Hein. Ça permet aussi de prendre un temps de recul et de faire fonctionner son intuition, la décision du cœur. En fait, je crois qu'il y a capacité à faire fonctionner nos économies avec l'intelligence du cœur, la décision par le cœur. Et moi, c'est ça que j'expérimente beaucoup depuis un moment, c'est de travailler avec le cœur, de calmer un petit peu le cerveau, de donner un peu moins de place au cerveau, et de décider avec l'intuition, donc l'intuition portée dans la prière, pour moi pas mal dans le silence, dans l'oraison, et qui va permettre à un moment de déclencher des actions. Et ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon entreprise, c'est une entreprise dans laquelle j'essaye avant tout de faire fonctionner les principes de la pensée sociale chrétienne ou de la doctrine sociale de l'Église. C'est très proche. Et quand je vais au travail le matin, ce que je me dis, c'est j'espère que je vais passer une bonne journée de travail avec mes collègues, qui va faire bon à vivre ensemble, même si on va affronter un certain nombre d'obstacles. Hein. Et mon objectif n'est pas du tout un objectif de chercher, dire tiens, j'espère que ça va être une bonne journée financière. Hein. Et en fait, si je parviens à faire fonctionner mon entreprise sur ces bases-là, en fait, l'entreprise fonctionnera bien économiquement. Voilà. Ensuite, j'ai poussé la démarche un peu plus loin. Bon, je me suis engagé sur un référentiel de responsabilité sociétale des entreprises avec un label, Lucie, que j'ai choisi après de quitter au bout de 2 ans. Pas la RSE, mais le label pour vraiment concentrer mon énergie sur les sujets qui me paraissaient les plus importants. Donc ensuite, j'ai travaillé sur le sujet de la raison d'être pendant près d'1 an au sein de l'entreprise, qui est également utile. Et globalement, je fais vraiment une chasse à tout ce qui est inutile, en fait, dans la vie des entreprises. Et là, mon expérience de grand groupe a été utile de ce que j'ai pu y vivre. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas de reporting, j'ai quasiment pas de reporting, je ne suis quasiment pas de chiffre d'affaires, j'ai quasiment pas de réunion dans l'entreprise parce que en fait on a défini des objectifs cibles, une trajectoire, ce qui était important pour nous dans l'entreprise, comment comprendre et servir le client, qui est le cœur de notre raison d'être, avoir un élément de dialogue très très simple avec les chargés d'affaires dans l'entreprise. Qui a un taux horaire, en fait, hein, c'est le prix de vente moins les achats divisé par le nombre d'heures de chantier. Et donc, en fait, si jamais on arrive à vivre avec cet état d'esprit, la photographie comptable 1 fois par an est très largement suffisante. Voilà. Et donc, ça permet de concentrer toute notre énergie vers le client pour comprendre, servir le client. Et de travailler sur la logique du temps long, plutôt que de se dire on va garder un chiffre au mois. Et je vais demander à Thomas de poursuivre. C'est vraiment dans ce que vous dites, la place de l'argent est très intéressante parce que je pense que dans nos boîtes, on remet l'argent à sa juste place et ça devient le fruit de nos engagements, le fruit d'un service, le fruit de quelque chose et pas la fin en soi. Moi, avant de monter au OE, j'ai rencontré une dame en fin de vie qui me dit « Franchement, je ne regrette pas le mal que j'ai fait, parce que grosso modo, j'ai rien fait de vraiment mal, mais je regrette le bien que j'ai pas fait. »
Et franchement, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi Thomas, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ma boîte ou mes projets? Et je crois vraiment que l'entreprise peut faire le bien. Et si elle peut, je pense même qu'elle doit faire le bien du coup. On peut créer des entreprises qui font le bien autour d'elles. Nous, notre baseline, c'est le bien par le bon. On croit qu'au travers de bons vins, on peut faire le bien. Alors le bien, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Pour autant, je trouve que c'est quelque chose qui nous réunit tous. Et il y a des choses où on sait que c'est bien. Quand on aide une grand-mère à traverser, c'est plutôt bien. Il y a plein de choses comme ça qui sont plein de bon sens en fait. Et on s'y retrouve en équipe. Aider une personne avec un handicap, c'est plutôt cool. Eh bien, faisons-le, etc. On parle de grandes démissions aussi, mais nous, pour le coup, on a je sais pas, des centaines de personnes qui postulent, mais parce que justement elles sont elles veulent servir, et souvent je vois que les gens veulent servir mais ils savent pas vraiment comment, et je pense que maintenant l'heure est venue pour les entreprises de créer les conditions de servir autour d'elles, servir la biodiversité, servir la société, servir ses voisins, etc. Et ça c'est possible. Et souvent il y a des thèmes qu'on s'empêche de penser en entreprise, parce qu'on nous a tous centré dans la tête que l'entreprise c'est générer de l'argent. Moi en cours on me disait le but de l'entreprise c'est de faire de l'argent. On voit qu'en fait, non, on peut faire des entreprises qui ont un autre but et l'argent sera le fruit. Un des buts, ça peut être de faire le bien, ça peut être d'aider, ça peut être de régénérer. Et ça, c'est hyper intéressant de se le dire. Nous, quand on vient chez nous, on vient chez nous, on dit il y a de la joie chez vous. Et en fait, je trouve, nous, c'est un thème, la joie qui, moi, me touche un peu en perso, mais on voit que c'est un thème qu'on peut mettre au milieu de l'entreprise, qu'on peut faire exister, qu'on peut travailler. C'est un des fruits de la culture d'entreprise, quoi. Et c'est hyper intéressant de se dire que ces choses-là existent et qu'elles peuvent exister en entreprise. Et que si on ne le vit pas en entreprise, honnêtement, moi je vous invite à démissionner, à partir dans cette entreprise où il y a plus de joie, où vous pouvez générer ça. Vous avez le droit, on a même le devoir de vivre ça. Je pense qu'on n'est pas sur Terre pour juste travailler et faire des horaires, mais on est sur Terre aussi pour servir, quoi, faire vraiment se nourrir, etc. Et ça, c'est possible de le vivre en entreprise. Et donc très concrètement, nous, moi j'ai créé OE il y a 7 ans maintenant. On a commencé tout petit, on s'est dit on va d'abord servir les vignerons, le bio, la biodiversité, tous ces thèmes-là qui nous tenaient à cœur. Peu de temps avant était sorti le livre Laudato Si, l'encyclique Laudato Si, qui moi m'avait pas mal nourri aussi. Et petit à petit on a détricoté ou tiré la pelote, et en gagnant en engagement. Et donc on a trouvé un cercle qui est, je trouve, intéressant, que plus on gagne en engagement, plus ça nourrit notre communication, du coup notre commerce. Et donc, on a plus de matière à s'engager. Et très concrètement, on a la première marque de vin en France à avoir relancé la consigne, ce qui est game changer en termes d'écologie. Là, pareil, on m'a dit, c'est impossible, tu fais fausse route, ça ne marchera pas. Bizarrement, ça fonctionne, et plein d'autres s'y mettent maintenant. Maintenant, on travaille le zéro déchet et plein d'autres engagements comme ça, qui vraiment nourrissent notre commerce, et donc on a plus de matière à s'engager. Et cette boucle-là, je pense que toute entreprise peut la trouver, et doit même la trouver, vu la hauteur des enjeux, quoi. Je crois que c'est très important, c'est d'être authentique dans ce que chacun vit, donc dans ce que je vis, dans ce que l'on vit dans son entreprise. Et en fait, quand on est authentique, à un moment donné, finalement ceux avec qui on est en relation, donc en particulier nos clients qui nous font vivre, le ressentent eux-mêmes. Et donc ils ressentent un état de confiance. Moi, le travail que je fais aussi, et dans l'entreprise que j'ai fait, que je continue beaucoup à faire, qui m'occupe beaucoup, c'est d'essayer de faire en sorte de chasser les énergies négatives. Je pense que nous avons tous fait l'expérience que quand on travaille sur un sujet qui est désagréable, en fait, c'est un sujet qui nous épuise très rapidement. On va travailler 1 ou 2 heures et à la fin, on est déjà fatigué de sa journée en ayant travaillé 1 ou 2 heures. Inversement, quand on va travailler sur un sujet qui nous plaît, qui nous mobilise, on aura pu faire une très grosse journée et on ne sera même pas fatigué. Et donc, d'aller à la recherche de toutes ces énergies négatives pour les transformer en énergie positive. Donc, par exemple, concrètement, dans mon entreprise, les énergies négatives, c'est par exemple une relation client qui n'est pas équilibrée, dans lesquelles il y a une forme de déséquilibre. Donc, dans un premier temps, on peut essayer de chercher une solution, et puis, si éventuellement on n'y arrive pas, eh bien, la décision, ça peut être de s'arrêter avec ce client, s'arrêter paisiblement avec lui, mais en disant... Voilà, on ne se retrouve pas dans cette relation. Et en fait, en faisant ça, on protège finalement son équipe
qui va pouvoir se concentrer, mieux concentrer son énergie pour ses bons clients. Également, comme énergie négative, bon, moi je pense que la reconnaissance est très très importante. Donc moi j'ai la chance d'être dans un métier où nos techniciens sont en relation quasi direct avec le client, mais donc on a choisi par exemple de ne plus répondre aux appels d'offres publics sur lesquels la reconnaissance était très faible en fait, parce que le client n'est pas très clair, on ne sait pas très bien où il est, et même si le travail est bien fait, en fait les compteurs sont remis à zéro. De la même façon, on travaille quasiment jamais en sous-traitance, et de la même façon, on sous-traite très peu d'activités. Vraiment, la logique, c'est d'être dans la relation directe qui est un acte de reconnaissance. Et dans la relation directe avec un client, même si le client n'est pas content, même si à un moment donné, il y a une crise, le fait d'être dans la relation directe, en fait, ça fait grandir. Donc ça, c'est aussi d'aller à la chasse aux énergies négatives. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que je pense que l'échec construit. L'échec construit beaucoup. Moi, dans les éléments déclencheurs que j'ai eus par rapport à cette décision assez radicale, c'était issu d'une année, on avait perdu beaucoup d'argent, on avait perdu près de 300 000 euros, donc c'était quand même très lourd. Et en fait, la crise appelle le succès. Donc il s'agit tous dans nos vies d'accepter de regarder l'échec dans son miroir. Et bien souvent, quand on fait ce travail, en fait, les bénéfices dépassent la perte. Et typiquement, quelques années après, cette mauvaise année, j'ai eu parce qu'en fait, ce que j'ai repéré, c'est qu'on faisait dans l'entreprise certaines activités, on n'était pas dans nos zones de force, en fait. Hein. Donc c'est important de repérer ses points forts et d'aller là où on a nos points forts. Hein. Donc ça m'a permis de mieux identifier ça et mieux gérer certains gros projets. Et quelques années après, j'ai eu un très très gros projet pour l'entreprise, et cette expérience de l'échec, en fait, m'a permis de le réussir. Donc là, l'échec m'a permis de réussir un autre grand projet, mais surtout, il m'a permis de sortir d'un modèle. Donc, ne pas avoir peur de l'échec. Et moi, dans ma poche, j'ai un porte-clés avec une prière de Marthe Robin, qui me suit partout, parce que mon équipe d'essai s'appelle Marthe Robin, hein, et dans lesquels il est écrit, il est gravé, hein, la paix durable et profonde naît dans la prière, et souvent dans la souffrance. Elle est semblable à un ruisseau qui coule calme, limpide et paisible, entre deux bords fleuris, entre deux rives fleuries. C'est bon, la paix, meilleure 1000 fois que le succès. Et donc je pense que nous n'avons pas à avoir peur de l'échec, que la paix c'est bien meilleur. Et c'est vrai que quand on engage certains changements, on n'a aucune idée de savoir si ça va être un échec ou un succès. Mais en fait, c'est pas très grave, parce que je crois on est porté par la foi. Et donc, d'être dans la paix, c'est ce qu'il y a de plus important. Même s'il y a un échec matériel, même s'il y a un échec financier, il se peut que cet échec, d'ailleurs, soit un parcours qui nous emmène plus loin après, et dans un succès. Mais la paix, c'est tellement plus important. Donc, voilà, si au cours de ce forum Zaché, nous pouvons lundi prochain engager chacun d'autres actions pour aller plus loin dans la paix, dans la vocation à laquelle nous sommes appelés, et ne pas avoir peur de l'échec, qui peut faire partie de la trajectoire. Et juste une question pour toi. En quoi tu te sens radical dans l'entreprise que tu as fondée? En quoi votre culture d'entreprise est radicale? Aujourd'hui, elle est radicale parce que dans notre modèle, en fait, on n'a plus peur. Comme on va choisir les projets sur lesquels on travaille, mais on maîtrise pas tout non plus. Donc en fait, de temps en temps, par exemple, notre modèle, on est davantage exposé à la sous-charge d'activité. On est davantage exposé à manquer de travail. Eh bien aujourd'hui, on n'a plus peur de refuser un projet qu'on n'estime pas bon, tout en sachant que derrière, ça va générer de la sous-charge d'activité. Et pour répondre aussi à ta question, pour moi, l'ambition, parce que je crois qu'il s'agit d'être ambition dans les projets du Seigneur, et donc
je crois qu'il s'agit de montrer qu'une entreprise qui s'appuie sur les principes de la doctrine sociale de l'Église, après, suivant les personnes avec qui on parle, on ne va pas forcément employer ces mots, hein, mais les principes qui sont derrière, la dignité, la solidarité, le bien commun, la subsidiarité, la destination universelle des biens, c'est de montrer qu'en fait, une entreprise qui s'appuie sur ces bases va être une entreprise dans laquelle il va faire bon vivre, et qui va en plus réussir économiquement. Et moi je crois, voilà, tous dans la salle, on a vraiment un rôle à jouer autour de ça. Ces principes-là ne sont pas faits pour uniquement des associations, ne sont pas faits pour un dirigeant illuminé, mais en fait ce sont des principes qui sont extrêmement efficaces, qui n'ont que du bon. Et moi je rêve de voir un dirigeant d'entreprise qui n'a pas la foi, qui se dit « Ah ben finalement, tout compte fait, si c'est ça qui va faire marcher mon entreprise, ok, je vais décliner ces principes. » Et en fait, la personne qui va se lancer là-dedans, elle va elle-même se transformer et elle va changer. Et donc c'est un renversement, c'est-à-dire qu'on parle plus des objectifs chiffrés en se disant « Je vais définir un chiffre d'affaires » ou « Je vais définir une rentabilité. » Voilà. On part de ces principes-là et, comme tu le disais tout à l'heure, ça induit derrière un résultat. Hein. Et dans mon cas, les résultats économiques ont grimpé, voilà, et en pourcentage et en absolu. Donc en fait, c'est parfaitement compatible de pouvoir s'appuyer sur ces principes. Et l'épisode du Covid est un épisode qui fait qu'aujourd'hui, les dirigeants, mais en fait chacun dans sa vie, parce que tout le monde est entrepreneur de sa vie. Donc en fait, nous sommes tous des entrepreneurs dans la salle. Et donc, aujourd'hui, se dire que voilà, réussir, c'est croire que d'aller chercher la paix, d'aller chercher ce qui au fond de nous-mêmes est important, et de façon authentique, ça va pouvoir générer un résultat qui va dépasser ses expériences et qui va dépasser les obstacles que l'on peut ressentir au départ. Tu es dans une start-up et j'ai un frère aussi qui récemment est rentré dans une start-up et qui était avant dans un grand groupe. Il disait avant dans un grand groupe, on voyait un problème qui arrivait et tant qu'on n'avait pas résolu ce problème, de toute façon, on ne passait pas à l'étape d'après. Eh bien, dans une start-up, le raisonnement, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on voit un problème, on sait qu'il existe, on ne sait même pas comment on va le résoudre, mais on y va quand même. Voilà. Et donc, je pense que dans nos vies, c'est d'aller en confiance, vers ça, et qu'on a vraiment un rôle de rayonner que ça fonctionne. Et le fait que le Covid soit arrivé, aujourd'hui, il y a une telle perte de repères qu'en fait, les oreilles sont particulièrement ouvertes. Aujourd'hui, les personnes qui passaient leur temps à faire des tableaux de bord se rendent bien compte que de toute façon, toutes les prévisions sont fausses. Quasiment, la prévision du mois d'après est déjà complètement fausse. De temps en temps, ça va mieux que prévu, ça va moins bien que prévu. On ne sait pas, c'est très erratique. Et donc, c'est une période extraordinaire, en fait, pour diffuser ces principes. Merci. Et juste deux remarques là, dans tout ce que tu dis qui me font tilt. Je confirme sur le côté start-up où effectivement on avance, on ne sait pas comment on va résoudre les problèmes, mais on avance et on fait confiance. Et moi, le nombre de fois où je me suis dit, vous savez, il y a cette phrase dans la Bible qui dit, vous savez, les moineaux, là, et vous inquiétez pas, Dieu vous donne à manger, enfin, vous souciez pas trop. Et c'est vraiment cette phrase-là, j'ai pas la phrase exacte d'ailleurs, mais je me la répète vraiment souvent. Il y a un côté que j'aime vraiment bien, c'est l'ambition que tu mentionnes, et vraiment le sujet du succès, de la réussite. Nous, on a la chance chez OE, mais dans toutes les entreprises à impact, c'est un peu ça aussi, où vu comme on sert des causes qui nous dépassent complètement, on peut que être ambitieux, et en même temps, on est tout petit, on est entre guillemets rien par rapport à ce qu'on veut servir. Et donc j'aime bien cette posture-là. On n'est pas du tout sur c'est moi le plus fort, c'est moi qui vais délivrer le chiffre d'affaires, vous allez voir, tralala. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus humble, beaucoup plus ancré dans le temps aussi, qui je trouve nous force à avoir une belle posture. Mais ça met quand même la question du succès sur la table, et on a tous nos carrières, on a tous quelque chose qui nous drive, et c'est hyper intéressant, je trouve, d'essayer de mettre les mots dessus. What drives you? Qu'est-ce qui t'anime, quoi? C'est quoi ta réussite, quoi? Et moi, j'avoue que start-upper que je suis,
on nous impose, entre guillemets, un peu des rôles modèles ou des lignes de succès. Il faut avoir levé X millions, il faut avoir X employés, il faut, je sais pas, il y a plein de il faut, en tout cas dans l'univers des startups, peut-être un petit peu moins dans l'univers des startups à impact, quoique. Et je trouve que c'est dur de trouver de la liberté par rapport à ça, de dire que moi, ma réussite, c'est peut-être déjà d'avoir une vie de famille posée et d'être là le soir pour raconter des histoires à mes enfants. Peut-être que ma réussite, c'est d'avoir un gars avec un handicap que j'aide et que je sais être heureux dans cette boîte. Peut-être que c'est que ça, et peut-être que ça, c'est déjà énorme, quoi. Et je trouve que c'est dur, en tout cas pour moi, c'est dur de se suffire de ça et de s'émerveiller de ça. Mais en même temps, je trouve ça fou justement de s'en émerveiller et de se forcer à s'émerveiller de ces petites choses-là. Parfois, je dis à l'équipe, il faut se satisfaire de rien, mais se réjouir de tout, et se satisfaire de rien parce qu'on doit servir encore plus fort vu tout ce qu'on veut servir. Et en même temps, il faut vraiment se forcer à se réjouir de chacune des petites choses qui nous entourent, parce que c'est ça aussi qui fait notre quotidien et qui justement apporte cette joie, cette paix. Les petits actes posés au quotidien, oui. Il y a aussi, par rapport à ce que vous venez de dire, la question du regard. Alors, moi, encore une fois, dans le métier où je suis, qui n'est pas celui d'entrepreneur, mais pour former ces futurs entrepreneurs, il y a aussi la question du regard posé sur l'étudiant et se dire que c'est d'abord une personne. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent comme ça, mais je fais référence à, vous savez, c'est l'évangile selon Saint Jean, là, Nicodème, le pharisien, qui dit à Jésus, mais comment on peut renaître comme ça du sein de sa mère, mais comment et Jésus va répondre, finalement il va lui répondre, il va être très pédagogue, il ne va surtout pas l'enfermer dans un regard globalisant, quoi. Il est dans une écoute respectueuse, dans une pédagogie, et ça je trouve que, et en entreprise et dans ce que je fais, c'est important de ne pas avoir de regard globalisant qui stigmatise. Alors ça vaut par exemple dans le recrutement, comment on recrute nos étudiants, et on a des parcours formation initiale et formation continue, des gens qui viennent, qui n'ont pas pu au moment de leur formation initiale aller à l'université ou que sais-je, qui sont entrés dans la vie active et puis qui après reviennent, parce qu'il y a aussi la question du poids du diplôme en France, et qui frappe à la porte de l'université pour venir faire un master. Et donc là, ils passent devant un jury spécial et qui va valider les acquis de l'expérience. VAP, ça s'appelle comme ça. Bon. Et là, souvent, j'ai été amenée à défendre le regard qu'on porte sur ces candidats, c'est comment ne pas les enfermer dans ce que je peux voir au sein du jury, et comment peut-être aller chercher d'autres critères que simplement des résultats, des choses dans la performance. Et souvent, ce que je disais dans les jurys quand on recrutait, c'était il nous faut des personnes, des étudiants de bonne volonté. Chercher aussi le critère générosité, par exemple. Alors vous allez me dire comment on fait pour voir les générosités. On peut le voir, c'est pas une science exacte, mais on peut le voir à travers des engagements. Dernièrement, j'ai une de mes collègues qui m'avait demandé de venir pour un recrutement, pour participer à l'après-midi de recrutement, et à un moment donné, je vois passer un dossier, l'étudiante il y avait dans ses activités JMJ, c'était d'ailleurs assez courageux de mettre ça, et je dis à ma collègue, écoute, là, moi je vais avoir un biais positif, et elle me dit, oui, je sais, Catherine, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Bon, comme quoi, non. Donc dans les recrutements, ce regard posé sur la personne. Sur un exemple de recrutement, je peux donner aussi un exemple concret, moi, que j'ai vécu dans mon entreprise tout récemment. C'est une personne que j'ai embauchée en tant que chargé d'affaires avec un projet qui était le mien, et quelques jours avant la fin de la période d'essai, je m'étais dit, mais je ne vais pas la conserver parce qu'en fait c'est une personne qui n'a pas répondu à mes attentes. Et en même temps, au fond de moi-même, je sentais bien qu'il y avait quand même quelque chose, j'avais besoin de travailler.
Et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, ok, elle répond pas à ce que tu attendais, mais est-ce qu'elle n'a pas des domaines dans lesquels elle a des qualités, des talents qui dépassent ce que tu attendais? Et en fait, une fois que j'ai commencé à réfléchir comme ça, effectivement, j'en ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de critères, notamment la robustesse, qui pour moi est un sujet important, c'est-à-dire la capacité, après une mauvaise journée, de pouvoir redémarrer voilà, avec plein d'énergie le lendemain, la capacité à être souple sur les activités. Et donc, cette personne-là, finalement, je l'ai conservée, et je pense que c'est un très bon choix, et pour elle et pour l'entreprise. Mais en fait, ça m'a demandé, en fait, personnellement, vraiment un travail vraiment assez dur de faire le deuil, en fait, de mon projet initial, qui était que je voyais la personne avec une trajectoire, et effectivement, cette trajectoire, elle ne pouvait pas être tenue. Et en même temps, cette personne, elle avait des talents qui étaient au-delà de la norme, et finalement, je suis parvenu à voir ces talents-là, mais ça a été vraiment à quelques heures près. Donc finalement, recruter, c'est aussi accepter de déformer son propre cadre. Et ce travail de décentrage est pas facile. Et clairement, le fait de faire partie d'un forum Zaché, de la communauté de l'Emmanuel ou des entrepreneurs dirigeants chrétiens, ça nous permet probablement de déclencher un moment donné, de sentir qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Oui, peut-être aussi se laisser toucher, puisque toujours pareil, hein, dans des univers où il faut être performant, se laisser toucher. Alors là, j'ai deux exemples qui me viennent. C'est une étudiante qui venait du Vietnam, vietnamienne donc, que je reçois qui avait obtenu une bourse, bon, et que je reçois, qui candidatait sur différents diplômes, dont celui dont je m'occupe, et qui était dans mon bureau. Je la revois, vraiment, c'était il y a plusieurs années, et je la revois dans mon bureau, elle, français très, très hésitant, hein. Je me suis dit, oula, ça va pas être facile, là, pour des cours en français, bon. Et on échange, et à un moment donné, alors en termes de résultats, vous voyez, c'était peut-être pas tout à fait ce qu'il fallait, et en parlant, elle me dit que elle a laissé son bébé son enfant de 2 ans, je crois, 2 ans et demi, elle l'a laissé au Vietnam. Elle vient avec cette bourse, vous imaginez bien qu'elle ne va pas pouvoir faire des allers-retours comme ça en avion. Donc elle vient pour une année complète. Et je lui dis, ah bon, une année complète, le bébé, ce sont parce que au Vietnam, comme en Chine, les grands-parents sont beaucoup mobilisés, ils vivent dans les maisons, enfin bon, oui, ce sont ses grands-parents, mon mari... Et en me parlant de ça, je vois l'émotion qui arrive, quoi, les larmes. Je me dis, mon Dieu, mais quelle sensibilité. Et puis moi-même en tant que mère. Bon, cette étudiante est rentrée dans le diplôme, et pas seulement parce que j'avais été touchée, mais je me suis laissée toucher. Alors il se trouve que je suis allée faire et on est resté en lien. Et pour elle, ça a changé sa vie aussi, hein, d'avoir fait ça. Et je l'ai revue. Il se trouve que j'ai fait une mission au Vietnam, là, en février. Et je l'ai revue, et alors ça m'a touchée aussi, parce que comme moi, j'avais été touchée par elle, elle m'a dit « Ah, mais dans la maison, quand j'ai su que vous venez, j'ai crié toute ma famille. » Alors, c'est des familles élargies, hein, les grands-parents, tout le monde savait, je vais voir mon professeur, etc. Et voilà, on est une relation d'amitié. On a dépassé, là, vous voyez, englobé le rôle, le professeur et l'étudiant. Et je pense qu'il faut aller au-delà. Et très souvent aussi, je me dis, de par cette expérience à l'international ou avec les étudiants, je me dis, bon, au bout du bout, quoi, on est tous... Enfin, ça fait un peu simplet si je dis ça, mais je le pense vraiment. Au bout du bout, on est pareil, quoi. Eux et moi, enfin, j'étais comme ça, accompagnée par une traductrice quand je vais en Chine, ou une jeune étudiante, enfin, chaque fois. Et puis, je la voyais faire, je comprends rien, évidemment, au chinois, vous imaginez bien. Et je la voyais faire avec ses amis, son téléphone, et je me disais, mais ça pourrait être ma fille, quoi. Au bout du bout, c'est ça, quoi. C'est tous frères. On est pareil. Oui, je vous... on me fait signe que l'horloge a tourné. Ah, c'est vrai. Donc comme il nous reste plus que 3 petites minutes, peut-être peut-on chacun donner une dernière idée qu'on aurait envie de partager. On se dit, tiens, on n'en a pas encore parlé, peut-être. Peut-être juste une anecdote que j'avais à cœur de partager, très simple, et une dernière phrase.
on avait un problème de maîtresse et je sais pas trop quoi, donc je prends ma fille avec moi chez OE, quoi. Et puis là, donc, je lui imprime des coloriages de la Reine des Neiges, évidemment, pour qu'elle puisse colorier. Et bref, j'étais avec elle toute la journée et avec les équipes. Et à la fin, j'ai un de mes teammates qui me dit mais c'est ouf parce que en fait, t'es le même avec ta fille qu'avec nous et tous ensemble. Enfin, alors que normalement, bah, avec sa fille, on est un peu comme ci comme ça, et en équipe, on est plus surtout manager, je sais pas trop quoi. Et je trouve ça hyper. Enfin, ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, bouleversé. Ça m'a touché. Parce que je me suis dit, chez OE, on a cette culture d'entreprise qui permet à chacun d'être vraiment lui-même, de ne pas avoir un costume, ni au sens propre, ni au sens figuré. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que servent nos cultures d'entreprise, quoi, et comment on peut façonner ces cultures-là. Et juste dernière phrase pour conclure, je pense vraiment qu'on peut avoir des entreprises ardentes à faire le bien, y compris au travers de sa culture d'entreprise, enfin que sa culture d'entreprise sert cette mission-là. C'est vraiment possible, et je pense que c'est ultra désirable. Il faut que chacun en soit acteur de ça. Je sais pas si... Ouais. Moi, la dernière idée que j'ai envie de partager, c'est le sujet de l'intelligence de la foi. Moi, j'ai eu l'occasion, pendant une période où j'avais un projet très difficile à mener, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un très gros projet, et j'avais choisi de lire les psaumes, et donc j'avais choisi de lire un psaume chaque jour. J'allais sur un site qui est plus trop à jour, qui s'appelait Psaume dans la ville, avec une personne connue qui lisait le psaume, avec une jolie voix et un fond musical, puis il y avait une méditation derrière. Et je faisais ça chaque matin, je lisais un psaume, et c'était un moment où je recevais énormément de violence par rapport à ce projet. Et donc d'abord, le psaume, c'est un moment où on peut exprimer justement son désarroi, son désespoir, on peut crier, et puis à un moment donné, on revient en paix avec le Seigneur. Et c'est étonnant, derrière, j'avais des messages à envoyer sur lesquels je savais qu'en retour, j'allais recevoir des mots qui étaient assez violents. Et quand j'ai relu tous ces messages que j'ai envoyés pendant près de 9 mois, avec une très très grosse densité de travail, je me suis vraiment dit que ça ne venait pas de moi. C'était, voilà, il y avait trop d'intelligence par rapport à ce que moi-même j'étais capable de faire. Donc vraiment, voilà, je pourrais le témoigner sur d'autres situations, c'est-à-dire que l'intelligence de la foi, c'est qu'à un moment donné, nous sommes passeurs des projets du Seigneur, et le Seigneur, voilà, nous aide, nous apporte une forme d'intelligence qui n'est pas la nôtre, qui ne correspond pas à nos capacités, et c'est d'avoir confiance, et donc de prendre du temps. Moi aujourd'hui, je prends de plus en plus de temps, notamment mon temps qui est le plus fort, c'est le matin de bonne heure, et depuis quelque temps, même si c'est encore un peu instable, je ne donne ce temps qu'au Seigneur, donc c'est un temps que je ne donne plus à mon travail opérationnel, et pourtant ça porte des fruits dans la journée et dans les semaines. Donc je vous encourage à prendre ce temps. Merci. C'est la confiance, la joie. La confiance, alors j'ai un ami dans la salle, il se reconnaîtra, qui me disait souviens-toi Catherine, quand je t'ai demandé qu'est-ce que quand tu es comme ça face à un amphi ou un cours, ou quand on prend un groupe d'étudiants, comment est-ce que ça se passe? Et c'est vrai, je lui avais dit, et c'est ce que je fais par rapport à ton témoignage, c'est confier le cours, la séance au Seigneur. Je te dédie ce cours, je te le confie, et la joie surtout, et la confiance par rapport, juste pour, j'ai le temps de, ça fait quoi ce que vous disiez, pour les avancer, se pencher jusqu'à tomber, dans ce métier d'enseignant-chercheur. Donc on s'est trouvé confronté avec le Covid à la question du téléenseignement, et basculer les cours, ça change quand même la donne, hein. On est face à un public, et là on se retrouve face à un écran. Donc le confinement, voilà, ça a obligé à revoir ça, passer au ce qu'on appelle le e-learning. Alors quand c'est arrivé, moi je me souviens avoir dit à mon équipe d'enseignants, j'ai dit mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, si je peux vous aider. Mais bon, n'empêche que quand c'est venu mon tour, j'avais un peu la trouille quand même. Et je me suis retrouvée face à cette situation, face à mon écran avec mes étudiants, et je me suis dit j'aurais pu me dire là-bas, bon. Et je me suis dit, finalement, quelle chance. J'ai la chance de faire un métier où je peux me réinventer comme ça, quoi. Et
Et peut-être le mot de la fin, c'est oui, c'est la joie. C'est quand je suis dans ce groupe dans un groupe d'étudiants de formation initiale, formation continue, quelles que soient les nationalités, les profils, c'est juste me sentir à la place. Enfin, c'est trivial ce que je dis là, mais me sentir à ma place, quoi. Et cette joie, quoi, oui, une joie, une confiance, une espérance. Merci, c'est des 3 mots très importants. Merci beaucoup, vous restez là surtout. Et on sent qu'il y a une recherche de cette joie, une recherche de cette paix. Je vais demander à Thierry et Frédéric s'ils peuvent me rejoindre ici au micro et donner un peu leur vision en se présentant très très rapidement et en donnant ce que vous avez compris, quelle est votre expérience aussi, notamment avec le parcours Zaché. Thierry, qui es-tu? Merci, bonjour, Thierry. Voilà. Si c'est pas clair, je m'appelle Thierry. Voilà, je travaille dans un grand groupe depuis des années. Le groupe dans lequel je travaille, d'ailleurs, est un groupe d'origine indienne, présent dans une centaine de pays dans le monde. Ce qui est évidemment intéressant sur les sujets de développement, d'unité de vie dans les grands groupes, c'est la question de la taille. C'est comment on arrive à gérer le fait qu'il y ait des gens partout, que les gens sont un peu perdus dans des organisations tentaculaires, que la communication ne circule pas facilement, qu'on ne fonctionne par email. Beaucoup de gens travaillent encore de chez eux dans certains pays. Bref, ça pose un certain nombre de questions. J'ai fait une découverte fantastique il y a probablement 15 ans, à peu près 15 ans. Je crois que c'était dans cette salle d'ailleurs. C'était l'enseignement de Pierre-Yves. Ça a été une... Où est-ce qu'est Pierre-Yves C'était là avec Pierre-Yves, ouais. 2005 ou 2006. Premier parcours, et j'entends ce parcours Zaché, aucune idée de ce que ça peut être. On se retrouve avec un certain nombre de copains, et on entend cet enseignement qui est lumineux, extraordinaire, le sens du travail, le principe de subsidiarité, le bien commun. C'est une mine d'or. À la fin, on va voir Pierre-Yves et on lui dit, nous, on voudrait lancer ce parcours où on habitait aux États-Unis. Et on a découvert la deuxième mine d'or, si je puis dire, du parcours Zaché, qui est les partages, des groupes de partage où on se retrouve entre nous, et on évoque un petit peu ce qu'on vit au quotidien. Et la troisième chose, c'est évidemment les exercices au quotidien. Et alors là, je vais vous faire juste une toute petite anecdote qui a été pour moi une claque gigantesque. Il y a un exercice, je crois que c'est vers le début de l'année, il me semble, qui dit, aujourd'hui, dans ton environnement de travail, tu vas faire attention à toutes les personnes à qui tu dis bonjour. Mais tu ne vas pas leur dire bonjour, salut Martine, salut Bernard. Non, tu les regardes bien dans les yeux et tu portes attention à eux. J'ai fait ça toute la journée. À un moment dans la journée, il y a ma secrétaire qui est venue me voir en me disant, un paquet de gens qui trouvent que tu es vachement sympa aujourd'hui. Mais la claque, elle est arrivée vers 6h du soir. J'étais dans mon bureau et j'ai une table ronde. Il y avait quelques personnes qui étaient avec moi. On était 3-4 et on travaillait sur un sujet. Arrive une femme. Quand elle arrive, je lui dis bonjour madame. Et elle vient et elle prend mon panier à papier et elle passe le chiffon sur les meubles. Et bien sûr, elle fait ça tous les jours. J'avais jamais vu sa tête. Quand je suis sorti, je suis allé voir Emma, mon assistante, et je lui ai dit, elle bosse ici depuis combien de temps? Elle m'a dit 6 mois. Là, je me suis dit, ok, c'est catastrophique. Donc voilà, ça pour moi, je vous raconte cet exemple. Alors moi, j'apprends lentement. Le parcours Zaché, je l'ai fait, je crois, 6 ou 7 ans. Parfois, j'ai l'impression de progresser, parfois je régresse. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Et si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Merci. T'es chiant, Thierry. Il a dit tout ce que je voulais dire. Parce qu'on a fait le parcours Zaché ensemble pendant des années, justement. Et moi, j'apprends encore plus lentement que Thierry. Je l'ai fait 10 ans d'affilée, le parcours Zaché. Récidiviste. Et puis, je suis entrepreneur et dirigeant chrétien. Et moi, je travaille aussi dans une start-up qui s'appelle Veolia. Et je dis ça parce que, en fait, même si c'est pas une start-up,
Ça l'a été, mais c'est il y a 150 ans. Depuis, ça a beaucoup grandi, donc il y a tout un tas de problématiques à adresser, mais je pense que pour essayer de bien les adresser, c'est exactement les mêmes recettes que celles que vous avez évoquées tous les deux. Et du coup, en vous écoutant, moi j'ai noté 4 petits trucs que je voulais partager. Le premier, c'est que j'aime bien cette phrase, une entreprise est prospère parce qu'elle est utile et pas utile parce qu'elle est prospère. Et c'est un retournement très important. Il y a l'école de Chicago, les années 70, on nous a mis dans la tête que l'économie, les entreprises, c'était fait pour gagner du fric. Et donc c'était le seul objet. Et en fait, je pense qu'on est dans un retournement depuis 10-20 ans. Non, les entreprises ne sont pas faites pour gagner du fric. Les entreprises sont faites pour être utiles, quelle que soit leur taille. Et si elles sont utiles, qu'elles peuvent durablement gagner de l'argent. C'est quand même un retournement relativement important. Deuxième point sur lequel je voulais insister, la joie. La joie, moi je crois que comme entrepreneur, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle on travaille, quelles que soient les responsabilités qu'on a, on a un devoir de joie. Un devoir. C'est pas facile d'être joyeux tout le temps. Et chez Veolia Eau France, que j'ai eu la chance de diriger il y a quelques années, avec quelques camarades dans la salle, j'avais lancé un plan de transformation pour réorganiser l'entreprise autour du principe de subsidiarité, de remettre les responsabilités au plus près possible du terrain. Et, tu t'en rappelles, Stan, on avait appelé ce projet d'entreprise l'entreprise joyeuse. Alors, je peux vous dire que le premier comité d'entreprise que j'ai eu après avoir lancé le projet, j'ai la CGT, la CFDT, etc. Ils disent bon là, monsieur Vanem, vous êtes peut-être allé un peu fort. Hein, l'entreprise joyeuse. Je leur dis mais non, attendez, je suis pas en train de vous parler de bonheur. Le bonheur, c'est très personnel. Je suis en train de vous parler de joie. Bon, et des problèmes, on en a des tas, on en a tout le temps, on en aura tout le temps. Mais si on arrive tous en faisant la gueule au bureau, on aura peut-être plus de mal à les résoudre que si on vient et on essaye chacun de mettre un peu de joie. Et la joie, c'est un autre nom de l'Esprit Saint, la joie, c'est le fruit de l'action collective. Et je pense que je dis ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on vit quand même une crise de sens partout, pas que dans les entreprises, partout, et notamment dans les entreprises, et remettre du sens, relier le grand sens de l'entreprise avec le petit sens de chacun, quelle que soit sa responsabilité dans l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Et la joie y contribue énormément. Troisième petit point de réflexion, qui moi me travaille au corps en permanence, et grâce au parcours Zaché, qui m'a beaucoup appris sur le sujet, la différence, et ça c'est vrai pour l'entreprise, comme c'est vrai en association, comme c'est vrai en politique, comme c'est vrai partout, et c'est un drame d'aujourd'hui, on confond totalement pouvoir et autorité. Et le pouvoir, Pierre-Yves le dit formidablement dans les enseignements, le pouvoir c'est quelque chose qui se gagne, sur lequel qu'on impose aux autres, qu'on prend, vous voyez, c'est guerrier quelque part. L'autorité, c'est un service qu'on rend aux autres. Bon, et quand, quelles que soient les responsabilités qu'on a, on s'interroge là-dessus, je pense que ça change beaucoup de choses. Se dire, ouais, je ne suis pas en pouvoir, il faut faire très attention, parce qu'il y a un jeu du regard de l'autre qui vous met petit à petit sur un piédestal. Non, j'exerce une responsabilité au service des autres. Et c'est vraiment quelque chose de très important. L'humilité, évidemment, est ce qui change tout en la matière. Et le quatrième petit point que je voulais partager, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de témoigner là-dessus dans un excellent podcast chrétien qui s'appelle Zétéo, Z-E-T-E-O, Zétéo, en grec ancien, ça veut dire qui cherche et qui trouve Dieu. Donc il y a un interviewé chaque semaine, c'est un copain qui l'a lancé, c'est pour ça que je fais un peu de pub, et il interroge des chercheurs de Dieu. Et je témoignais là-dessus, c'est que, évidemment, la vie en entreprise, c'est pas tous les jours facile, il y a des conflits, c'est pas la paix permanente, on n'est pas nécessairement en guerre non plus, mais moi, ce qui me ressource beaucoup, c'est clairement la prière, et c'est le fait de jamais me sentir seul. Il me disait, mais ça change quoi pour vous d'être un patron chrétien?
Je disais, moi je suis un patron, je suis chrétien à côté, mais je suis un patron, c'est tout. Mais ce qui change, c'est que je ne me sens jamais seul. Je ne me sens jamais seul face aux responsabilités, face aux décisions, et j'ai besoin de me nourrir pour ça, et donc je me nourris par la prière, je me nourris en allant à la messe aussi souvent que possible, et je me nourris en venant à Paray-le-Monial le plus souvent possible aussi. Et avec les copains hier, on rigolait là-dessus, en disant, en fait, Paray-le-Monial, la prière, c'est la station essence. C'est la station essence, on vient refaire le plein de temps en temps. Et en fait, on vient refaire le plein d'essentiel, d'essence du ciel. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci Thierry. On a entendu hier que le courage, c'est l'angoisse qui prie. Et donc on a senti dans ces postures de vie d'entreprise, dans les choix que vous avez faits, Thierry, Thomas, dans la vie d'enseignement que tu as, Catherine, voilà, qui a cette posture différente, cette posture qui est aussi à notre échelle. Et merci de nous avoir posé des questions et de donner des déclencheurs, des sollicitations, des bons exemples. Et nous sommes incités à la prière. Donc oeforgood.com, vous avez compris, voilà votre commande de vin. Merci et bon courage pour toute tes missions d'enseignement et de transmission pour les générations qui viennent, Catherine, et pour ton entreprise et autres projets, Thierry. Merci à vous. Donc Thierry, Thomas et Catherine sont disponibles toute la journée. On va faire une pause technique maintenant. Donc vous avez je vais en reparler à l'instant. D'accord. Donc vous pourrez, voilà, on zappe le temps de questions-réponses pour se donner un peu de temps dans le reste avant les partages. En tout cas, merci beaucoup à vous et voilà, il y aura les échanges possibles avec les uns et les autres. Merci, vraiment.